Salut à tous. Ah, on voyait que Didier, mais c'est pas grave. Salut à tous et à toutes. Oui. Salut à tous. Bienvenue, ça va Didier? Ça roule. La mousson s'est un petit peu calmée. On a eu une grosse pluie la nuit dernière. Donc aujourd'hui, on peut se parler parce qu'on ne pourrait pas faire cet enregistrement en pleine pluie, en pleine torrent d'eau qui descendent. Ça fait un boucan incroyable, quoi. Ouais, eh ben on va en profiter. On a un petit moment avec un menu très chargé pour ce 9e épisode de la saison Looking for Atman. Et on voulait aussi prévenir tout le monde que la série s'arrêtera à 12 épisodes. Ouais. Donc, les 4 derniers vont être d'une intensité exceptionnelle. Préparez-vous. Mais ce n'est pas fini. Les rencontres avec Didier continueront. On vous en parlera plus tard. Didier, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, juste une petite parenthèse comme on fait à chaque fois au début. Merci à tous pour les commentaires, les questions, ça afflue chaque semaine. Et on vous promet qu'on va, dans les derniers épisodes, on consacrera un nouvel épisode à toutes ces questions et ces commentaires. Merci d'être là, si présent chaque semaine. Ouais, c'est super. C'est la grande famille. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, de la mort, de l'âme, de la réincarnation. Attention, c'est du costaud. Et accrochez vos ceintures. Comment? Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. On va décoller. On va vraiment décoller aujourd'hui. On va commencer par l'âme. Et je ne peux pas m'empêcher, avant de te poser la question « Qu'est-ce que l'âme ?», de faire une petite référence à Olam, qui est, dont notre slogan est « Observer l'âme du monde ». Et Olam qui fait aussi référence à Olam Tikkun de la Kabbale, à la réparation du monde. Dans la Kabbale, l'âme qui se dit Neshama et qui en fait vient de la racine et du mot respiration. Okay, donc l'inchom, qui est le souffle plutôt que la respiration, le souffle de la vie. Et dans les différents stades d'études de la Kabbale, c'est intéressant de voir qu'il y a 5 étapes d'évolution de cette âme, de ce souffle, qu'on peut retrouver comme le soi ou le Atman dans d'autres philosophies, et que en fait, cette âme, elle a tendance à évoluer, et que la dernière étape ultime, c'est en fait une sorte de réalisation, d'éveil, où le souffle rejoint la présence divine. Voilà pour cette belle mythologie, mais qui est aussi intéressante parce que finalement, on retrouve un peu dans toutes les philosophies le même but ultime, à savoir une forme de réalisation du soi. Et oui, et ce qui est important à dire, c'est qu'à la fin, la dernière étape de l'âme s'appelle Yehida, et ça veut dire tout est un. Il n'y a plus que le un dans l'évolution de cette âme. Donc, je reviens vers toi avec ma question initiale. Qu'est-ce que l'âme pour Didier Weiss ? Je ne sais pas si tu as remarqué, sur les 8 premiers épisodes, je n'ai pas utilisé une seule fois le mot âme, Alain. Donc, je ne suis pas en mesure de définir quelque chose que je n'utilise pas. En tout cas, légalement, je n'ai pas à me justifier. Je l'ai utilisé que dans un aspect particulier qui était la nuit noire de l'âme que j'ai exprimé à un moment donné pour parler d'une forme de dépression dans cette grande quête spirituelle, qui est une espèce de trou noir qui fait que plus rien ne fait de sens, de découvrir que ce qu'on avait cru être a disparu, ou en tout cas ne semble plus très réel, et ne pas vraiment sentir cette possibilité de plénitude, d'ananda dont on a parlé. Et donc ça, c'est la nuit noire de l'âme. Mais voilà, donc en dehors de ça, je ne pourrais pas vraiment la définir. Mais on ne peut pas quand même s'empêcher de s'arrêter. Je reviens, j'insiste, on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter sur cette notion d'âme, d'esprit, de souffle, qui serait quelque chose d'intérieur, séparé du corps physique, une étape vers quelque chose d'autre. Bon, la première chose que je peux dire, c'est Ramesh Balsekar de Bombay donnait une définition intéressante, donc on pourra en parler. Le problème, c'est qu'elle ne fait du sens qu'en anglais. Donc, je vais la dire en anglais et je vais la traduire en français après. Et pour les anglophones, ils vont comprendre plus facilement. Parce qu'il disait toujours « I know only 2 types of souls ». Donc, soul, c'est l'âme.
Et I know only two types. So, quand il en parlait comme ça, on était toutes oreilles, on s'est dit, wow, non seulement une âme, mais deux âmes, c'est carrément incroyable. Et puis la première, the first soul is the soul of the shoe. Et donc il parlait de la semelle de la chaussure, qui est la traduction de l'âme. And the second one is the soul in the sea. Et il parlait du poisson, la sole, qui se prononce soul en anglais aussi. Donc il parlait soit du poisson, soit de la chaussure, et c'était comme ça qu'il définissait l'âme. C'est un sacré moqueur, farceur. Quel joyeux luron. Quel joyeux luron. Mais bon. Sérieusement, est-ce qu'on peut quand même définir quelque chose ou attribuer quelque chose à ce terme? Voilà, si l'âme est quelque part intuitivement est une évidence, mais simplement elle n'est pas personnelle. Ce n'est pas un soluté qui est stocké à l'intérieur, qui va s'échapper. Peut-être à la fin de cette émission, on parlera du voyage astral et de ces choses-là, mais en tout cas, si on démarre avec juste le concept de l'âme, je le verrais plutôt comme cela qui n'est justement pas dépendant du corps, pas dépendant du mental, pas dépendant des émotions. Et on retourne à cette ligne continue dont tu as parlé à un moment donné, Alain. Et cette ligne continue, qui n'est en fait continue, on va le voir aujourd'hui d'ailleurs, n'est pas réellement continue, elle est juste en dehors du temps, en dehors de l'espace. C'est une possibilité de ce qu'on appelle être, tout simplement, être en action. Et cet être en action, il est un. Il n'y en a pas un petit peu ici, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas. Puis à un moment donné, on mélange et on se retrouve dans une situation où ça devient très difficile. Quelle est la partie de mon âme? Alors la réincarnation, bon, c'était un sujet dont tu voulais parler à un moment donné. Qu'est-ce qui se réincarne? On peut peut-être dire que oui, réincarnation est là, il y a, parce qu'il y a effectivement des histoires qui démarrent en tant que bébé, en tant qu'enfant, avec des mémoires d'une vie passée, des savoirs aussi qui sont complètement étonnants, hein, Mozart ou simplement des enfants qui reconnaissent des endroits, etc. Et oui, il y a certainement des vies qui vont et qui viennent, mais dans cette lecture non duelle de ce qu'on appelle nous-mêmes, à la question qui suis-je, ce jeu que je suis n'est pas fragmenté un petit peu à l'intérieur ici, un petit peu là-bas, un petit peu plus loin dans le temps. Il est antérieur au temps et à l'espace, toujours, et c'est le même pour tous. C'est-à-dire ce jeu qu'on a défini au premier épisode, si on est en contact avec d'une façon totalement pure, c'est le même pour tous. C'est pas le même jeu en petite version, c'est le seul qui existe réellement, quoi, en fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de réincarnation. Des histoires se prolongent, se répètent, mais ce sont que des histoires, en fait. C'est ce que je voulais te dire. À un moment donné, on avait essayé d'utiliser prudemment les termes absolus et relatifs. Mais je crois que le terme est-ce qu'en fait on pourrait pas dire qu'il y a une réincarnation des histoires qui traînent avec elles certaines valises positives ou négatives et des mémoires, etc. D'un personnage à l'autre, oui. Et que ça n'empêche pas que derrière il y a cette ligne continue qui est là. Il y a une belle image que Roger Castillo, que certains connaissent, donne, qui vient aussi peut-être de Ramesh, je ne sais pas, mais je l'ai entendu que de Roger, qui dit, imaginons que c'est une métaphore, qu'il y a un grand panier qui accueille les vies brisées à la mort. C'est-à-dire à la mort, il y a toute une vie qui est décrite sur une feuille de verre avec toutes les capacités, les connaissances, les spécificités, la totalité de la description d'une vie humaine particulière arrive dans un grand panier qui en fait se casse en 1000 morceaux. Et la vie suivante qui peut apparaître en tant que bébé va être simplement quelques éléments attrapés dans le panier qui seront plus ou moins mélangés et qui auront forcément une forme de imprint, je dirais un aspect spécifique qui sera reproduit pour une autre histoire. Donc c'est un jeu de cartes, on en a parlé précédemment, qui aura des cartes différentes mais qui reprendront des cartes du passé et qui va continuer, et ce sera la matière
à une nouvelle histoire, à une nouvelle exploration, à une nouvelle magnifique possibilité d'existence. Donc ça fait du sens, hein, complètement, en fait, cette histoire de ces dimensions parallèles, un peu presque. Et on va juste parler, mais avant que j'oublie, on va parler de cette notion de karma aussi. Mais je reviens sur l'âme 2 secondes. Est-ce qu'on peut pas voir dans si on cherche absolument à comprendre quelque chose sur ce terme, est-ce qu'on peut pas voir un petit peu justement l'âme comme le chercheur en fait, cette ligne continue qui apparaît, puisqu'on a dit qu'il n'y a personne qui cherche et il n'y a personne qui s'éveille non plus, est-ce que cette ligne qui apparaît à elle-même, en fait, qui se dévoile, est-ce que ce ne serait pas un petit peu cette âme qui progresse à l'intérieur, parce qu'au départ, il y a quand même quelque chose qui cherche. Mais ce qui progresse, Alain, c'est au sein de l'histoire. Et cette âme dont on parle là, cette unique existence, cette unique présence, ne peut pas progresser. On ne peut pas être plus présent que plus. Elle est déjà entière. Dénuée de qualités qui seraient relatives, qui pourraient dire un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. Au sein de l'histoire, oui, bien sûr. Alain progresse, Didier progresse. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais cette âme-là, cette existence une est déjà totale et la potentialité de la totalité de ce qui est. Donc, il n'y a aucun sens. C'est intéressant parce que d'un autre côté, on entend souvent parler des âmes qui se réincarnent, mais ça vient contredire exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que si se réincarnent, c'est des histoires avec des bouts de vie et des bouts de mémoire et avec des nouveaux qui viennent s'additionner. Et cette âme est toujours là en permanence, en fait. Elle ne bouge pas, elle est impermanente. D'ailleurs, on va y retourner un peu plus parce quand on a un petit peu choisi le thème de cette émission, on a parlé du sommeil profond et on va voir exactement de quoi on parle, en fait. Puisque si c'est là, cette âme-là, ça doit être aussi là dans le sommeil profond et donc ce sera là à la mort aussi. Donc on va essayer de voir quelle est la partie qui est là, en fait. Qu'est-ce qui reste? En fait, ça serait un autre mot pour conscience, divin, univers, etc. Un mot sur le karma. C'est un sujet que tu connais bien parce que c'est quand même, ça vient d'Inde. Je suis bien d'Inde. Je suis responsable du chicken biryani. Je suis responsable des parotas, des idlis, des dosai. C'est toi qui as inventé le tandoori idli. Donc, tu es responsable du mot karma. Okay. De l'hindouisme et du bouddhisme, qui tous les deux parlent des mémoires, en fait, des mémoires que l'on ramène dans les histoires. Oui, en fait, ça c'est aussi assez simple à voir, puisqu'on a parlé dans une des émissions que tout est la cause et la conséquence de tout. Donc, c'est comme une espèce de filet qui est complètement interconnecté, qui fait que chaque élément, chaque parole, chaque pensée est la résultante de la totalité de la coopération de l'univers. Donc, le karma n'est pas un karma personnel, n'est pas quelqu'un qui a un sac à dos où il faut qu'il nettoie et surtout qu'il l'accumule pas, etc. Mais plutôt comme une forme une fois de plus, je retourne au jeu de cartes, avec des mauvaises cartes qui arrivent et qui, pour que l'histoire se déroule de façon plus légère, plus pleine, peut-être même à travers cette exploration non duelle, c'est une description, donc les cartes s'améliorent au fur et à mesure de la pioche, donc le karma devienne meilleur ou devienne pire si l'alcool se met en place, il y a toujours plein de possibilités, donc c'est juste la direction que ça prend, qui est karmique d'une certaine manière, qui pourrait éventuellement même se retransmettre à travers les histoires de vie en vie, en fait, donc de possibilités, mais c'est pas le karma de quelqu'un, c'est pas le compte en banque de quelqu'un, c'est pas la définition de quelqu'un, ce quelqu'un-là n'existe pas. Oui, parce que quand on parle souvent avec des gens qui font des soins comme ça et qui vont chercher des mémoires karmiques où tu as été un vilain dans la vie précédente et aujourd'hui tu payes
et il faut que tu purges, il faut que tu nettoies, tu traînes avec toi soit un mauvais karma, soit un karma familial. Il y a aussi ça Mais aussi. oui, mais ça existe, Alain, ça existe. Ce karma-là, c'est karma familiaux, c'est karma presque de race, de conditions, etc. Et ce sont des éléments de l'histoire. Mais par contre, il n'y a pas la notion, dans ce cas-là, de quelque chose qu'il faut absolument, où on est responsable et il faut travailler dessus. Oui, travailler dessus exactement du même ordre que quand on a un mal de tête, on prend de l'aspirine parce que la vie est mieux après. Et ce nettoyage, pourrait être, et d'ailleurs c'est une des grosses, un des effets secondaires de cet éveil, c'est de voir que le karma, bien qu'existant, ne me concerne pas. Oui, parce qu'on est encore au niveau de l'histoire finalement. Voilà, voilà. Mhm. Alors, il y a une théorie chez certains éveillés que tu vas apprécier. Maintenant, je suis responsable du club des éveillés. Des Indiens et du club des éveillés. Et des éveillés indiens, je t'en parle pas. Oui, c'est sûr. Donc, il y a une théorie chez certains éveillés, que je ne nommerai pas, qui consiste à dire que, en termes de réincarnation, cette réincarnation et ces karmas se prolongent tant qu'il n'y a pas d'éveil. Quand il y a réalisation du soi, c'est la dernière vie presque, la dernière réincarnation. Ça te parle? Oui, enfin, ça redécrit un peu la même chose. Ça juste dit que si cet hypnotisme, à un moment donné, dans la chaîne des causes et des conséquences, donc cet élément ajouté d'hypnotisme d'appartenir ou d'être ce corps, ou d'être cette pensée, etc., tout cet attachement, toute cette identification disparaît, c'est possible que ce soit la fin de l'histoire de la personne, puisque c'est la fin là maintenant, que ce soit la fin pour toujours. Et que si par contre, il y a une forme, au sein de l'histoire, une forme d'attachement, de rêve, hein, donc l'hypnotisme par rapport à ça, cet hypnotisme puisse être transmis à une autre histoire qui apparaît. Ça n'empêche pas que ce n'est pas je dirais l'hypnotisme de quelqu'un, c'est juste une forme d'énergie, une forme de mémoire, une forme de croyance qui apparaît, une forme d'histoire, et que cette histoire-là ne peut plus apparaître à partir du moment donné où ça a été vu, quoi, en fait, parce que ça disparaît complètement. Mmh. Après, on a vu précédemment qu'il n'y avait pas non plus de temps. C'est aussi la question qu'on se pose. On reste encore une fois dans l'histoire, puisque comme on a vu qu'il n'y a pas de temps, il ne peut pas y avoir une vie d'avant, une vie d'après, etc. Donc la nature du 1 ne change, n'est absolument pas impactée par cela, quoi qu'il arrive. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Disons, imagine que c'est un immense cristal cohérent qui se brise en plein de morceaux, et donc il y a tous les morceaux qui sont épars, et peut-être que tout ce qui se passe, en réalité ce qui se passe là maintenant, parce que tu en parlais par rapport à la définition de Olam, c'est que le film est repassé à l'envers et tous les morceaux vont reconstituer le cristal de départ, quoi, en fait. Au sein de l'histoire, ça fait complètement du sens, quoi, en fait, tu vois. C'est amusant que tu parles de ça, parce que c'est la définition du Olam Tikkun, c'est-à-dire c'est le mythe du verre brisé. Ouais. Donc c'est un verre, en fait le monde était un, et ce serait brisé en millions de morceaux que nous sommes tous. Ouais. Et le Olam Tikkun, c'est la réunification de tout cela, quoi. Ouais. Sachant que en réalité, il ne s'est rien passé, quoi, en fait. Hein. C'est une supposition de brisure, une supposition d'éclatement pour le plaisir de l'aventure et pour le plaisir des retrouvailles. Ouais, et après pour le plaisir de la forme aussi. Oui, de la forme. Oui, oui. Parce que sans une particularité, sans une restriction, sans une définition, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas cette conversation, il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. Donc la seule possibilité d'exister, on en a parlé précédemment, est une simplification, une restriction extrême qui permet à une histoire particulière d'exister. Bien, alors, magnifique raccourci. Encore une fois, on se rend compte de la simplicité et de l'évidence de tout cela, et du raccourci
nous fait, qui moi me fascine. On voulait parler du sommeil profond, de la mort et du rêve. Tu voulais nous guider dans ce raisonnement. Voilà. Donc, parce qu'en fait, précédemment, on a parlé, et tu l'as cité aujourd'hui, on a parlé du temps et de l'espace. Donc, l'espace, on a vu ensemble que ça n'existait pas réellement. Donc, ça, c'est, si vous voulez être sûr de ça, retournez à l'épisode je ne sais plus lequel, mais qui en parle. OK. Et le temps, on en a parlé un peu, mais pas beaucoup. Le 5. Le 6, c'est sur l'espace et le temps. D'accord, le 6. Et donc, le temps, on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé du présent, donc de cette évidence que c'est toujours maintenant. Mais en fait, donc là, je vais raconter un petit peu mon histoire personnelle, enfin en tout cas comment cette histoire de Didier s'est déroulée. À ce moment-là où ce retournement est apparu au sein de l'histoire, il restait quand même pendant les jours qui ont suivi, les semaines, et même d'une certaine manière les années, une espèce de, pas un doute, parce que le doute n'était pas là, mais une forme d'incompréhension intellectuelle. Et c'est intéressant parce que j'ai questionné Francis Lucille à cette époque-là, c'était dans les années 2000, en 2000 en fait, en disant, voilà, c'est une évidence totale, mais quand même, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que cette notion d'autre n'est plus là, cette notion de monde là-bas qui existe par lui-même n'est plus là, ça c'est une évidence. Pareil pour le temps n'existe plus réellement, c'est une forme de... comme une forme de dimension de l'espace qui permet à une histoire de se raconter et que c'est toujours maintenant et c'est ce que je suis. Et donc tout ça c'était clair. Et donc j'ai eu cette conversation avec Francis et il m'a dit oui, c'est exactement ça. Et j'ai dit oui, mais quid du sommeil profond, cette conscience qui semble être consciente de ici et maintenant de manière non pas ininterrompue, mais éternelle ou en dehors du temps, disparaît dans le sommeil profond. Et que se passe-t-il? Et donc, on a eu une conversation par rapport à ça. Et lui-même, il m'a dit, ça m'a pris des années à comprendre intellectuellement. L'expérience d'unité était là, mais la compréhension de ce sommeil profond n'était pas évidente du tout. Ça a pris des années. Et donc, on en a parlé un petit peu et ça a effectivement éclairci la situation. Donc là, je vais en parler pour répondre à ça, quoi, en fait. Donc, le sommeil profond, voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'assez évident. D'ailleurs, moi, c'est le contraire. Bon, si un truc qui est vachement évident, c'est drôle, là, parce qu'on a tous nos os rongés. On est vraiment dans des endroits différents au niveau de ce qui nous... Ça me troublait énormément, quoi. Alors que cette réalisation était là et quand même, il y avait cette espèce de trou noir du sommeil profond qui disait il y a une forme de temps, parce qu'il y a conscience et inconscience. Il y avait les deux côtés, quoi, en fait, quoi. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette conversation-là et de ce qui a été dit, etc. Mais je vais donner deux éléments qui vont donner la direction. Et puis après, on pourra éventuellement en parler ou dans les questions et réponses un peu plus tard. Le premier élément, c'est... donc, je vais utiliser un petit peu la forme de Douglas Harding qui parle d'une description de ce qui se passe à la première personne, c'est-à-dire en tant que ce que je suis, de ce point de vue je, et à la troisième personne, donc il, ce qui se passe en fait par rapport à une vue extérieure, c'est-à-dire une vue au sein de l'histoire. Alors si je prends la troisième personne, la première chose qu'on peut dire c'est alors, en fait, je vais en parler tout à l'heure. Je vais donner un autre concept d'abord, et après on va y retourner. Je suis désolé, j'étais un peu trop vite. Donc, le premier concept que je vais donner, c'est quelque chose qui m'a été très utile, que j'ai découvert un petit peu à travers d'autres enseignements comme Stephen Jourdain et qui en parle pas mal, qui s'appelle réitération. Réitération, c'est-à-dire c'est un mot un peu compliqué parce qu'on ne l'utilise pas souvent dans la vie de tous les jours. Quand on fait nos courses, réitération n'est pas très utile. Mais il est très utile dans ce cas-là parce qu'il décrit quelque chose qui est presque évident, mais qui n'est pas
reconnu, qui n'est pas pris en compte au sein de cette exploration, au sein de cette quête spirituelle. Alors, réitération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis, cette conscience, on va utiliser le mot conscience. Alors, en anglais, on a cet outil magnifique qui a deux traductions. Un, c'est awareness et consciousness. C'est les deux possibilités. On n'en a qu'un en français, donc on est un petit peu en difficulté. Donc, quand j'utilise awareness, c'est conscience, et consciousness, c'est conscience. Donc, mais ils sont à deux endroits différents. On va en parler. Donc, il y a ces deux concepts-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on passe toute une vie dans ce qu'on croit être conscience, awareness, ce qu'on est réellement, c'est-à-dire la source. Mais en fait, on est dans consciousness. Je vais expliquer pourquoi. Conscience ne peut pas réellement exister sans être, et ça c'est un petit peu théorique, mais ça peut être vérifié, consciente d'elle-même. Si on parle elle pour conscience, conscience est consciente d'elle-même à travers ce phénomène qu'on appelle réitération. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réflectivité, une forme de miroir. Alors, il y a deux types de miroirs. Le premier miroir qui est évident, c'est le miroir de ce qu'on appelle le monde, ce que je suis sous forme de manifestation, sous forme d'une expression à travers ce qu'on appelle les sens, les pensées, les émotions, etc. Et ça, c'est moi-même. Et ce jeu qui est sous forme d'une manifestation, se sait, et se sachant, il a une existence qui se valide, c'est-à-dire que c'est en permanence une évidence. Il y a, et je sais, et ce il y a, c'est qu'il y a, et ce c'est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle conscience. Et il y a une autre forme qui est plus subtile, qui est pointée souvent par Rupert Spira, qui l'utilise énormément, qui dit aux gens qui rencontrent, qui disent êtes-vous conscient? Donc, si on pose la question êtes-vous conscient? Silence. En grande majorité, les différentes personnes disent oui, je suis conscient de toute évidence. Comment le savez-vous? Donc la question c'est comment le savez-vous? Et ça c'est l'aspect direct de la réitération, c'est-à-dire que c'est conscience, se connaissant directement, sans l'intermédiaire du monde, sans l'intermédiaire des pensées, sans l'intermédiaire d'une quelconque manifestation, parce que je suis conscient et je sais que je suis conscient, n'a pas de forme, n'a pas de couleur, n'a pas de temps, n'a pas d'aspect qui peut être vu. Et pourtant, c'est une évidence. C'est une évidence pour vous tous, pour vous toutes. Êtes-vous conscient? Êtes-vous consciente? Oui. Comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Et à ce moment-là, cette saisie directe de conscience sur elle-même, donc de awareness, aware of itself, donc awareness qui se sait, est une des possibilités de ce qu'on est, donc soit direct, soit par l'intermédiaire du monde. Alors pourquoi je parle de ça? Excuse-moi, oui. Juste un petit éclaircissement sur le mot réitération qui n'est pas clair pour moi. Donc c'est une forme de réflexivité, c'est une forme de miroir. Hein, c'est-à-dire que qui est ce jeu? Et ce jeu se sait à travers le miroir de se voir, à travers les formes du monde ou à travers rien du tout, qui est une connaissance directe, intuitive, une saisie directe. C'est cet exercice. Voilà, c'est les deux modes de la conscience. Okay, en fait, d'accord. Mais là, on parle encore de conscience, on ne parle pas de awareness. Et là, maintenant, j'arrive dans un autre concept, mais qui peut être aussi très concret. Et là, on va rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle le sommeil profond. Et j'espère que personne ne va s'endormir suite à ça, comme ça arrive de temps en temps. Cet effet de miroir qui se sait, essayons tous ensemble de le visualiser, de voir que présence est présente à elle-même, conscience est consciente à elle-même. Existence existe. Donc tout ça, c'est une forme d'effet de miroir qui se sait directement. Il n'y a pas besoin de décrire quelque chose de particulier, une forme, une histoire. C'est en dehors de toute histoire, en dehors de toute forme, c'est direct. Et maintenant, essayez d'enlever ce miroir. Enlever ce miroir. Qu'est-ce qui reste? Et conscience, qui serait non plus conscience contentionnelle d'elle-même, mais juste conscience, qui dans ce cas-là s'appelle
awareness. Donc, ce ground of being, ce camp de base dont on a parlé à un moment donné. Donc, si on enlève le miroir, Alain, et tous et toutes, est-ce qu'il n'y a pas une intuition qu'il reste quelque chose que je ne peux pas savoir, que je ne peux pas voir, parce que je le suis déjà, et tout le temps, et qui n'a aucune forme, aucune saveur, c'est un autre type de savoir. Est-ce que tu le sens, Alain, ça? Oui, j'allais te dire qui suis-je. Oui. Tu vois. Oui. Non, je veux dire, c'est le même exercice, quoi. C'est le même exercice. Alors, c'est ce jeu-là qui est avant cette réitération-là, avant cette saisie qui est là tout le temps et qui ne se sait pas de manière objective, mais qui est une évidence parce que c'est cela qu'on est. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on vous le sentez? Voilà. Donc, dans ce sentir-là, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas retourner aller au sommeil profond maintenant, aller au sommeil profond et sentir que le sommeil profond n'est pas autre chose que cette awareness, que cette conscience. Non plus, il n'y a plus de miroir parce qu'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de self-awareness, donc il n'y a plus de réflexion, mais il y a cette présence qui est là en permanence, qui est d'une manière intuitive, qui existe là maintenant, tout de suite, dans cette vie soi-disant éveillée, soi-disant du jour. Le sommeil profond est là. Il est là tout le temps. Parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace, il est là tout le temps. Mais, et quand les objets disparaissent, par exemple le soir dans le lit, quand même le self-awareness disparaît, c'est-à-dire je ne me sais plus, il reste toujours awareness. J'ai envie de te dire, là, ce qui me vient je saute une étape parce que je sais qu'on va en parler après, mais il n'y a finalement pas de différence avec la mort. Et ben voilà. Donc on saute l'étape, on n'en parle plus. Non, la seule petite différence, parce qu'il y a une différence, c'est qu'il y a encore un souffle de vie qui est là dans le sommeil profond. Oui, alors ça, c'est à la troisième personne. Donc là, on peut en parler à la troisième personne. Là, il semble qu'il y ait une personne qui dorme. Hein? Donc, au sein d'une histoire racontée par une tierce personne, il y a un dormeur qui est en sommeil profond. Bon, la première chose qu'on peut vérifier, c'est que, et ça c'est un des éléments que je voulais donner, c'est que, imagine, je prends un exemple extrême pour vraiment montrer de quoi je veux parler, mais ça peut être aussi très simple et pas aussi extrême. Imaginons par exemple une maman qui vient d'avoir un bébé, qui est très concernée par rapport à son bébé et qui habite dans un appartement très bruyant au milieu d'une rue passante avec des voitures, des klaxons, etc. La maman s'endort parce que bon, c'est la nuit et il y a un boucan incroyable, mais elle s'endort parce qu'elle a l'habitude, elle a toujours vécu là. Et tout d'un coup, le bébé fait un tout petit bruit, il fait comme ça, un petit couinement, etc. La maman va se réveiller instantanément, va tout de suite, quel que soit dans un état soi-disant de rêve, vu de la troisième personne, soi-disant de sommeil profond, tout d'un coup, une information bébé va amener à un éveil vers cette histoire diurne pour s'occuper du bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience est là en permanence, tout simplement. Donc on a plusieurs états dans le sommeil profond. Il y a la troisième personne, il y a un dormeur. Alors, qui est mort finalement. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que à la troisième personne, on peut l'expliquer très bien que conscience est là. Bon, c'est la première chose. Maintenant, je vais aller un petit peu plus compliqué. Là, on va monter en puissance par rapport au sommeil profond, et on va revenir à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire est-ce que réellement ce moment soi-disant d'inconscience, hein, donc qu'on appelle sommeil profond au moment d'un endormissement, existe réellement. Et c'est encore Francis Lucille qui en parlait comme ça, qui dit cette inconscience est une licorne. C'est son expression. On en parle, mais on l'a jamais rencontrée. Et tout simplement parce que pour pouvoir rencontrer l'inconscience, il faut être conscient. Seule conscience peut parler de quoi que ce soit, peut expérimenter quoi que ce soit. Donc, quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, cette inconscience,
Elle est là conceptuellement, bien sûr. Elle est là vue à la troisième personne, il n'y a pas de problème, mais à la première personne, elle n'a jamais existé. Elle n'existe pas. Alors, je commence seulement à comprendre l'exemple de la femme avec le bébé, avec un petit décalage. Mais c'est normal entre l'Inde c'est entre l'Inde et la France. Ouais. Donc, c'est une autre dimension presque. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est des histoires qui n'ont rien à voir quelque part. Il y a une cohérence entre un vécu à la première personne et un vécu à la troisième personne, parce que c'est la cohérence de la source, pas la cohérence du monde qui existe par lui-même. Mais ce sont deux aspects différents. Et la seule chose qui nous concerne, Alain, réellement, c'est d'oublier à la troisième personne, parce que ça, c'est l'histoire du monde, des éléments, de la physique, de la science, etc. Quelle est notre expérience à la première personne? La première personne, c'est endormissement, sommeil profond. Nous n'avons jamais expérimenté l'inconscience, jamais expérimenté cette absence. Et d'ailleurs, intuitivement, alors ça m'a pris du temps pour arriver à ça, mais intuitivement, tout le monde sent que il y a pas de discontinuité entre cela que je suis à l'endormissement et au réveil. Et c'est pas basé sur les mémoires, c'est avant que les mémoires arrivent, avant que la pensée arrive, avant que les perceptions arrivent, cette présence, existence, à l'endormissement et au réveil, sont toujours les mêmes. Et en fait, en réalité, cet espace supposé qu'on appelle sommeil profond ou absence ou inconscience n'existe pas. En fait, en réalité, le réveil est au même moment, toujours maintenant, qui est ce moment d'endormissement soi-disant, mais qui est toujours cette conscience qui est en dehors du temps et de l'espace. Est-ce qu'en fait, le sommeil profond, c'est pas simplement la disparition momentanée de l'histoire? C'est pas seulement la disparition? La disparition momentanée de l'histoire. Bah, la forme. Ce dont je parle, c'est pas de l'histoire. L'histoire peut disparaître, peut se changer, parce que on arrive il y a une forme de discontinuité entre, enfin, on est espérons-le, toujours dans le même lit et pas dans le lit du voisin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça dont on parle. Est-ce que conscience, ce qu'on est réellement, cet élément fondamental de de ce qu'on peut appeler ce qu'on est réellement, disparaît à un moment donné? Personne jamais l'a vu disparaître. Personne. Non, oui, ça c'est clair. Mais justement, ça reste et l'histoire disparaît momentanément. Voilà, l'histoire mute sur autre chose. Mais entre un clin d'œil et un autre clin d'œil, l'histoire réapparaît, disparaît, réapparaît. Tu vois, c'est toujours discontinu l'histoire. Hein. On croire que l'histoire est continue, c'est une autre illusion, quoi, en fait. Non, ça c'est un autre sujet. Ouais, ça c'est autre chose. Et alors, il y a cette question. Alors, juste une parenthèse, je crois que c'est dans l'hindouisme ou je ne sais pas où, toi qui es responsable du secteur indien, je crois que c'est Ramana qui disait qu'il y avait trois états. Il y a l'état d'éveil, l'état de tu seras mieux que moi à l'expliquer. Donc, non, lui parlait de quatre états. Donc, il parlait de l'état de veille. Donc, c'est ce qui se passe là en ce moment, espérons-le. Ensuite, il parlait de l'état de rêve, de nuit. Donc, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais donc, tout le monde comprend de quoi on parle. Et l'état de sommeil profond. Donc, ça, c'est les trois états sur lesquels il semblerait qu'il y ait un enchaînement entre veille, rêve, sommeil profond, rêve, veille, etc. Donc, c'est la façon dont la quasi-totalité de la planète, enfin des histoires racontent une vie d'homme. Et lui disait, en réalité, tout ça, ce sont des modulations d'un quatrième état, qui n'est pas un état d'ailleurs, qu'il appelait Turiya. Donc, c'est pas lui qui l'appelait, c'est dans la tradition. Turiya qui veut dire le quatrième, qui est cette présence, existence, cette conscience qui, à travers une forme de modulation, se présente comme une histoire de veille, une histoire de rêve, ou pas d'histoire du tout. Et en fait, même dans une autre forme de tradition, bon, ça, je ne vais pas aller trop loin là-dedans non plus, le sommeil profond n'existe pas. Pour Rupert Spira, il considère que le sommeil profond est aussi une licorne et que ça n'a jamais vraiment existé, quoi, en fait. Donc, il n'y aurait que deux états, quoi. C'est-à-dire, pourquoi il n'y aurait pas de sommeil profond?
Tout simplement parce que c'est une histoire à la troisième personne qui fait partie mais que en tant que ce qu'on est réellement, nous n'avons jamais réellement expérimenté ni le sommeil profond d'ailleurs, ni la mort. Et ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment dans la même direction, quoi, en fait. Mhm. Est-ce que Alain, tu as expérimenté ton apparition dans le monde, cette naissance? Alors, on pourrait dire oui, mais on n'a plus de souvenirs, mais si on peut avoir des souvenirs, on peut revenir à ça. C'est du même ordre. Donc, naissance, mort, ou soi-disant sommeil profond au moment de l'endormissement, c'est du même ordre qui fait que quand ça a été vu, compris profondément, ça fait plus aucun sens. Ce n'est plus là que la question ne se pose plus. On revient sur le rêve maintenant. Un mot sur le rêve. Oui. En fait, j'ai envie de dire, si tu permets, que c'est simplement une autre forme encore d'activité de l'histoire et du personnage qui prend une forme, etc. Et qui, de mon point de vue, est liée beaucoup au psyché et aux histoires du personnage passé, futur, etc. Voilà. Voilà, donc c'est exactement ce que tu dis, c'est une forme de manifestation, donc d'une forme d'histoire. Et à mon avis, ce qui peut aider aider au niveau de cette compréhension-là, c'est que ce n'est pas dans un rêve de nuit, ce n'est pas par exemple Alain qui rêve, parce que le Alain n'existe pas réellement en tant que personnage qui pourrait rêver. Donc, ce n'est pas Alain qui est de jour et le même Alain qui est de nuit dans le rêve. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'Alain, la nuit, il court tout nu en pleine ville et que ce n'est pas un problème. C'est le même. C'est ce que tu fais d'habitude. Non, alors je peux prendre d'autres exemples un peu plus crus, mais bon, je ne vais pas choquer les auditeurs. Mais donc, cet Alain-là, on voit bien que ce n'est pas le même. La seule chose qui est identique, c'est cette présence qui permet à cette histoire de se dérouler. Donc, cette présence génère ou permet à une histoire de jour d'Alain de se dérouler. Et cette histoire de jour a un certain nombre d'éléments qui sont utilisés dans la nuit, donc c'est les éléments dont tu parlais, et c'est toujours cette même source qui construit une autre histoire, ce qu'on appelle l'histoire. Et c'est pas Alain de jour qui rêve dans les rêves de nuit, ni le Alain de nuit qui est là dans les rêves de jour. Ça n'a rien à voir. La partie commune est cette unique source, en fait. C'est pas Alain qui. Sauf que je crois que dans la vie de jour, il y a des limites qu'on n'a pas dans la vie de nuit, c'est-à-dire bien sûr. Des limites imposées ça aussi, hein. Par l'extérieur pour pas courir tout nu, tu vois, justement. Et puis, il y a quand même énormément un impact des soucis, des traumatismes, des peurs de l'histoire et du personnage qui se mettent en branle et qui se mettent en activité et qui génèrent des histoires à l'intérieur du rêve. On peut pas enlever la part du psyché et du. Mais non, mais c'est exactement du même ordre que quand il y a soi-disant deux personnes, donc deux points de vue dans la même pièce, vont tenir en compte les mêmes éléments d'une vision un peu différente, mais les éléments sont là, ils sont en présence et ils sont communs aux ces deux personnes. Donc c'est le intersubjective agreement dont j'ai parlé précédemment. C'est la même chose entre le Alain de jour et le Alain de nuit. Il y a intersubjective agreement, tout simplement. Exactement. C'est les mêmes éléments. C'est exactement ça. C'est très bien décrit. Et enfin, un dernier point qui, moi, vraiment me fascine et qui montre aussi que derrière ça, il y a cette présence sans limite, c'est le potentiel créatif qu'on a dans un rêve est absolument sans limite. Et je veux dire, on est tu vois ce que je veux dire? On est en ED. On utilise le potentiel de l'univers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est Hollywood, les rêves. Moi, je fais des films en version anglaise pendant 90 minutes avec des décors. Enfin, c'est des productions à 200 millions d'euros, tu vois. Bien sûr. Et là, ça montre un potentiel. Donc, l'utilisation du potentiel illimité qui est en nous et qui est par contre bridé parfois dans notre vie éveillée.
Ah bah, pas seulement parfois, elle est totalement bridée. Donc, c'est des règles du jeu qui sont différentes. On parlait de ces règles du jeu qui sont cette limitation. La limitation de l'histoire de jour, elle est extrême, qui permet d'avoir cette cohérence, qui permet d'avoir cet sentiment de réalité, hein, de concrétude. Donc, c'est parce que c'est extrêmement limité et c'est ça qui rend la chose réelle. Mais le rêve de nuit est exactement fait de la même matière, cette unique matière il n'y a pas d'autre matière, sauf que les règles du jeu sont beaucoup plus lâches ou quasiment inexistantes. Elles sont toujours là parce qu'il y a quand même reconnaissance des formes, il y a du sens, donc il y a quand même des règles, mais elles sont beaucoup plus lâches. Et du coup, ça amène un sentiment d'irréalité. Mais c'est juste parce que les règles sont complètement différentes, c'est tout, quoi, en fait. En réalité, c'est deux mêmes types de modulation de ce qu'on est réellement, quoi. Ouais. Mais oui, mais j'insiste quand même sur ce truc. Et j'ai un message que j'ai envie de faire passer, c'est genre le potentiel créatif qu'on a en nous est illimité et le rêve nous le montre, quoi. C'est-à-dire on est capable de tout, quoi, en termes de production. C'est fascinant ce qu'on est capable de créer. T'es jaloux de ton Alain de nuit, c'est ça, en fait. Oui, exactement. Je suis jaloux de mon Alain 1 qui est en phase avec la création. Ouais. Donc, un mot sur les rêves. Bon, on a dit, je pense, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Et puis, on voulait parler, petit clin d'œil des voyages astro. Ah, voilà. On finira avec la mort. Ben non, justement, on en a fini avec la mort, parce que la mort, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on a dit précédemment, qu'en réalité, la mort est je dirais une extension du sommeil profond, que cette inconscience qu'on appelle la mort n'existe pas réellement, quoi, en fait. Elle existe à la troisième personne, d'aller au cimetière, de voir dans le cercueil un mort, donc un corps, etc. Elle existe bien au sein de l'histoire, mais elle n'existe pas en tant qu'expérience de ce qu'on est réellement, quoi, en fait. Tu vois, c'est la même chose que de voir le corps de son partenaire dormir ou. Oui. C'est pareil quelque part. Donc, pour parler du voyage astral, je suis vraiment pas équipé pour ça. Je pense que tu as certainement des enseignements beaucoup plus pointus. on sait lesquels, mais en réalité, ça a très peu à faire avec ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est tout simplement une autre possibilité qui est intermédiaire entre le rêve et la vie diurne, qui est une vie diurne, donc avec une certaine cohérence, une certaine continuité, une certaine, je dirais, certains éléments de la vie diurne qui ont accès à un environnement qui est beaucoup plus permissible, qui est beaucoup plus créatif, et ça donne ce qu'on appelle les voyages astraux, etc. Mais en fait, c'est une autre forme de manifestation, et c'est pas de ça dont on parle réellement, quoi. En fait, ça pourrait être n'importe quoi, ça ferait aucune différence. Si un jour on me dit Didier, est-ce que tu veux avoir je dirais le but suprême de cette recherche non duelle, c'est d'avoir des cornes de bélier qui poussent ici, ce serait un pouvoir incroyable de faire pousser les cornes, mais ça changerait strictement rien à ce que je suis, tout simplement, quoi, en fait. Donc on s'en fout, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, tu n'as pas des cornes, mais tu as des petites lumières qui apparaissent au-dessus de toi. Tu vois les petites voix incroyables. Il fait nuit, là, il commence à faire nuit, alors tout apparaît, quoi. En fait, on est encore, c'est le même sujet finalement, j'ai envie de dire que c'est le même sujet du karma, de la réincarnation. On est encore dans la dimension de l'histoire et on peut voyager, on peut sortir du corps, on peut rester là, on peut voir des extraterrestres, on peut, etc. Ça n'enlève rien à l'unité fondamentale qui est derrière, la conscience, l'awareness, consciousness, qui de toute façon est immuable et derrière tout ça, quoi. Bien sûr. Non seulement derrière tout ça, mais qui est la matière. Qui est tout ça. Mais qui est tout ça. Qui est tout ça. Qui est tout ça. Donc sortir du corps, puisque ça, c'est une expression qui est utilisée souvent. Pourquoi pas, je veux dire, au sein de l'histoire, qu'il y ait une impression de sortir du corps, avec tous les éléments physiques, etc. L'histoire peut être incroyablement hypnotisante, quoi, en fait. Et c'est vrai que allant dans cette direction-là du voyage astral, ça pourra informer à des possibilités, à des nouvelles connaissances, à des nouvelles et pourquoi pas, quoi, en fait. Mais en réalité, ce n'est pas en relation directe avec ce dont on a parlé jusqu'à présent, quoi.
Mhm. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, de un petit peu. Waouh, le tour de la mort, de la naissance, en quelques minutes. Mais voilà, donc j'ai été obligé d'aller un peu vite aujourd'hui. C'est un peu à mon avis, cette partie-là, c'est la partie, tu vois, au niveau intuitivement, on peut comprendre, mais intellectuellement, c'est vachement difficile. Ça pourra demander d'être revu, d'être Bien exploré sûr. plus en détail, etc. Donc, c'est généralement une partie que je fais en atelier et qui peut prendre plusieurs jours, quoi, en fait. On a lancé même si je trouve que c'est un petit peu moins, moi je trouve ça personnellement un petit peu moins complexe mentalement que le sujet de l'espace et de l'autre. Voilà. Mais ça, c'était mon avis. Bah oui, on a posé des amorces et puis à chacun de revenir vers nous avec des commentaires et des questions. N'hésitez pas encore. Je suis sûr que cet épisode va faire parler. Et on se retrouve pour l'épisode 10 la semaine prochaine. Et on vous annoncera aussi la rencontre qu'on fera avec Didier à la fin de l'année, avec un atelier géant avec tous les participants. Didier, un atelier géant, sans limite, sans espace et sans temps. Wow, génial. Didier, merci du fond du cœur. Du fond du cœur aussi, Alain, c'était chouette, c'est toujours chouette. Super, donc, super. On continue. Bonne semaine à tous. À Bye tous et à Didier. toutes, à bientôt.